Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. La réforme fiscale au Maroc avec des nouvelles règles de recouvrement, nous dit la presse. Oui, des tensions sur le stade, mais aussi des tensions au niveau de la Direction générale des impôts. Parce que le Maroc est engagé, comme vous l'avez dit, dans une réforme majeure de son système fiscal. Une réforme qui justement crée quelques tensions, notamment sur le recouvrement des taxes locales. C'est le cœur de cette réforme, c'est la loi 1425 qui entre dans sa seconde phase. Elle revoit l'organisation de la fiscalité locale avec un changement important, le recouvrement de certaines taxes locales jusque-là gérées par la Trésorerie générale du Royaume qui est progressivement transférée vers les services territoriaux et la Direction générale des impôts. Et donc l'objectif affiché est clair, rapprocher l'impôt du territoire, améliorer l'efficacité du recouvrement et surtout renforcer l'autonomie financière des collectivités. Mais le problème, c'est que sur le terrain, la réforme passe assez mal. À Agadir, des agents de justement la Trésorerie générale ont organisé un sit-in dénonçant une mise en œuvre jugée précipitée, un flou sur leur future mission et des inquiétudes sur leur statut. Hassan Bourchi, secrétaire général du syndicat national démocratique des finances, parle d'une réforme marquée par de nombreuses formes de confusion, estimant que la coordination fait défaut entre les différentes parties. Et donc derrière le texte juridique, c'est donc des tensions liées à la gouvernance et à la gestion des ressources humaines qui se dessinent. Et face à la grogne, le gouvernement tente d'apaiser les choses. Dans les Échos, la ministre de l'économie et des finances, Nadia Fteh, assure que la réforme sera progressive et accompagnée sans remise en cause des droits acquis des fonctionnaires. Elle reconnaît toutefois l'existence de réelles difficultés, notamment dans le transfert des bâtiments, mais aussi des compétences entre la TGR et les services territoriaux. Et donc le message est le suivant, réformer oui, fragiliser le service public, certainement pas. Mais cette réforme fiscale intervient aussi dans un climat assez tendu, marqué par la lutte contre la fraude. Le 362 nouveau révèle l'existence d'une liste noire de promoteurs immobiliers soupçonnés d'avoir bénéficié d'exonérations fiscales irrégulières, notamment sur des terrains non bâtis, des exonérations parfois accordées au niveau local et aujourd'hui remises en cause. Selon l'article, un seul terrain non bâti peut représenter jusque 30 000 dirhams de recettes annuelles, une perte lourde donc pour le trésor public. Et en parallèle, l'administration ajuste donc sa méthode. D'après Express aussi, la Direction générale des impôts accélère les accords amiables dans les litiges fiscaux pour désengorger les tribunaux et améliorer le recouvrement effectif. Une approche, disons-le, plus pragmatique qui privilégie la négociation plutôt que des contentieux longs et coûteux. Au final, tous ces signaux racontent la même chose, un État qui cherche à moderniser sa fiscalité, mieux collecter l'impôt et réduire les abus, tout en évitant une rupture sociale ou administrative. La presse revient aussi ce matin sur un nouveau drame migratoire au large de la Gambie. En effet, cette semaine encore, la Méditerranée et l'Atlantique, cette fois, continuent d'être des couloirs mortels pour des milliers de migrants en quête d'un meilleur avenir. Et le dernier en date a eu lieu au large de la Gambie, où un bateau transportant des migrants a fait naufrage en tentant de rejoindre l'Espagne. Selon Maroc Diplomatique, plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie, certaines dont les corps ont été échoués en mer. Les autorités gambiennes parlent d'une tragédie qui endeuille la nation et des familles brisées dans ce pays. Et ce drame s'inscrit dans une tendance encore plus dramatique, plus large surtout. Selon ActuSen, plus de 3000 migrants ont déjà perdu la vie cette année en 2024 en tentant de rejoindre l'Espagne depuis les côtes africaines, essentiellement via le détroit de Gibraltar et les routes atlantiques de l'Afrique ouest. C'est un chiffre qui rappelle l'ampleur humaine de ce qu'on appelle et ce que l'on concentre en 3 mots, l'immigration clandestine. Effectivement. Et ce basculement des routes migratoires n'est pas un hasard. Sahara Média explique que le partenariat migratoire entre l'Union européenne et la Mauritanie mis en place a modifié les flux habituels en échange d'aides financières et d'accords de retour. Nouakchott a renforcé le contrôle de ses côtes. Résultat, les passeurs et les migrants détourneraient désormais leur trajet plus au sud vers des itinéraires plus longs, plus dangereux et souvent moins surveillés, augmentant encore les risques de naufrage.
Mais là, ce sont aussi des histoires individuelles derrière ces statistiques. À Paris, dans le quartier de Stalingrad, Libération dresse le portrait de migrants survivants du périple. L'article rappelle que même une fois arrivés, ces personnes n'ont pas trouvé le paradis imaginé. On a échappé à la mer, mais pas à la misère, témoigne l'un d'entre eux. Alors que les gouvernements des deux rives se renvoient parfois à la responsabilité des politiques migratoires, les routes de ces chemins continuent de tuer des milliers de personnes chaque année. Et derrière chaque chiffre, des familles, des vies et des espoirs brisés. On va élargir un petit peu encore le spectre, on va s'intéresser pratiquement au monde entier. Ce qu'on peut dire, c'est que 2026 démarre sous tension. Et effectivement, d'abord au Venezuela, on en a déjà parlé, on continue d'en parler. Selon le Huffington Post, une intervention américaine menée à l'aube le samedi a permis la capture du président Nicolas Maduro à Caracas. Washington évoque des accusations de narco-terrorisme. Les autorités américaines parlent d'une opération maîtrisée, sans perte. Et quelques heures plus tard, le président américain affirme vouloir accompagner une transition politique avec en ligne de mire la stabilisation du pays, notamment autour du secteur pétrolier. Et au Moyen-Orient, tel qu'elle raconte que la tension monte aussi entre l'Iran et les États-Unis. Dans un contexte de manifestations liées à la crise économique et à la chute de la monnaie iranienne, le président américain évoque la possibilité d'une intervention pour protéger des civils en cas de répression violente, une hypothèse immédiatement rejetée par Téhéran. Un conseiller du guide suprême iranien prévient: toute intervention serait une ligne rouge et entraînerait une riposte avec le risque d'une déstabilisation régionale. Et enfin, en direction le Yémen avec Aram Info, où les interventions prennent une autre forme. Le pays reste divisé entre les Houthis au nord et le gouvernement soutenu par l'Arabie saoudite. Mais depuis fin 2025, un nouveau front s'est ouvert au sud. Le Conseil de transition du Sud, appuyé par les Émirats arabes unis, a annoncé une constitution pour un futur État indépendant. Dès le lendemain, des frappes aériennes saoudiennes ont visé des positions séparatistes, révélant des tensions inédites entre Riyad et Abu Dhabi. Et selon l'article, cette séquence fragilise les équilibres régionaux et affaiblit encore plus le pouvoir yéménite, pris entre divisions internes et interventions extérieures. Bref, une géopolitique mondiale sous haute tension. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous sommes aujourd'hui le lundi 5 janvier 2026. Quel autre 5 janvier avez-vous retenu dans l'histoire ? Alors, je vous emmène au 5 janvier 1976 où un nouvel État est né officiellement, le Kampuchéa démocratique. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et non, ce n'est pas une invention, c'est simplement le nouveau nom donné au Cambodge ce jour-là. Une décision du chef des Khmers rouges, Pol Pot, qui annonce une nouvelle constitution. Sur le papier, il s'agit de bâtir un pays nouveau, égalitaire, débarrassé des injustices du passé, mais dans les faits, le Cambodge bascule dans la terreur. Après des années de guerre civile, Phnom Penh est tombé en avril 1975. Les habitants épuisés par les combats et les bombardements américains espèrent la paix. Ils ne savent pas encore que le pire commence. En quelques semaines, les villes sont vidées, les écoles, les hôpitaux, les journaux, la religion, la culture, tout est aboli. Les Cambodgiens sont envoyés de force à la campagne, dans des communes agricoles. Les intellectuels, les enseignants, les médecins, parfois simplement ceux qui portent des lunettes, sont exécutés. Entre 1976 et 1979, 1 à 2 millions de personnes meurent de faim, de maladies, d'épuisement ou assassinées. Le Kampuchéa démocratique ne durera que 3 ans, mais il laissera une trace indélébile, celle d'un État né au nom d'une idéologie et devenu le symbole d'un pays mis à sang par son propre pouvoir. Merci beaucoup. Un peu de culture, ça ne fait jamais de mal. Merci Myriam Kokaina. C'était la revue de presse sur